Bonsoir et bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Nouvelle flambée de colère chez les pompiers de l'Hérault. Ils sont plusieurs centaines à avoir bloqué la caserne départementale. Les immatriculations de véhicules de tourisme avec chauffeurs gelés. La grève est levée chez les taxis jusqu'à la fin de la médiation. Le ministre de l'Éducation nationale en visite dans la région. Pour financer la réforme de l'éducation prioritaire, certains collèges auront plus de moyens au détriment d'autres établissements. Et pas d'hiver, mais des températures au-dessus des normales de saison sur le thermomètre. Une douceur qui inquiète les agriculteurs. Des esprits qui s'échauffent à Vaillocès. Environ 350 pompiers de l'Hérault ont investi le service départemental d'incendie et de secours la nuit dernière. Nouveau blocus pour empêcher la tenue d'un comité technique paritaire, alors que la grève des sapeurs-pompiers de l'Hérault a débuté il y a 2 mois. Reportage Mouad El Yakabi. Ambiance virile mais correcte ce matin à Vaillocès. Malgré l'important dispositif sécuritaire, une centaine de gendarmes et une douzaine de camions de CRS pour ce nouvel épisode du conflit qui oppose les pompiers de l'Hérault à leur direction. Ce matin, 350 combattants du feu étaient présents pour empêcher la tenue d'une réunion de leur conseil d'administration, vécue comme une provocation. Alors que la crise tourne à la guerre d'usure et que tout dialogue semble rompu, chacun campe sur ses positions. On avait un problème avec Riesdorfer et maintenant on a un deuxième souci, c'est avec Gaudi, il ne veut rien entendre. Il est dans la même politique que le directeur. Ce sont 2 personnes qui ne veulent rien entendre. CTP après. Est-ce qu'il va se tenir le CTP justement? Je crois que oui, moi il est prévu et il va se tenir. Pourquoi vous voulez qu'il ne se tienne pas? Les représentants de l'intersyndicale avaient rencontré la semaine dernière leur direction sans succès. La réunion qui a suivi avec le préfet s'était révélée plus fructueuse et en signe de bonne foi, les pompiers grévistes avaient décidé de lever le blocage des casernes. Aujourd'hui encore, c'est l'intervention du directeur de cabinet du préfet qui a désamorcé la situation et fait rebrousser chemin au bus du conseil d'administration. On a eu raison de venir, puisque la CTP ne se fera pas. Satisfaits d'avoir gagné une manche, les pompiers ne cachaient pas moins leur amertume face aux méthodes utilisées par leur direction. Les sanctions qu'arrive par voie recommandée durant la semaine dernière, donc environ 50 sapeurs-pompiers, des représentants syndicaux qui sont mis au tribunal, tout était fait pour qu'on puisse péter les plombs. Et ça n'a pas été fait puisqu'aujourd'hui nous sommes des sapeurs-pompiers, nous sommes des gens sensés. Et aujourd'hui c'est le 4e mouvement que nous faisons sans aucun dégât. Et le problème c'est que ce qui est bizarre c'est que ça les surprend. Et pendant que les CRS quittaient les lieux, les hochements de tête ressemblaient à des au revoir, conscients que tant que les braises du conflit ne sont pas éteintes, ils finiront par se revoir. Mobilisation aussi des marins de la société Frioul IF Express depuis ce matin. En charge de la desserte de l'île par délégation de service public, ils demandent des revalorisations de salaire et de meilleures conditions de travail. La communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole a mis en place un service de remplacement. Romain Péric et Blandine Marmire. Vous pouvez voir que lorsqu'il pleut abondamment, l'eau traverse la toiture. Une salle d'attente vétuste. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les marins du Frioul sont en grève depuis ce matin. Cela fait maintenant 5 ans qu'aucun travaux de rénovation n'a été fait dans ces locaux. Autre discorde entre les salariés et la direction, une revalorisation de salaire. Suite à une première réunion de négociation salariale, au cours de laquelle nous n'avons pas été d'accord, notamment sur la première revendication qui était d'une mise en place d'un 13e mois. Chose à laquelle la porte fut fermée à 2 reprises par la direction. Aujourd'hui, le bras de fer continue entre salariés et direction. Une direction prête à renégocier. Aujourd'hui, la revendication des marins porte donc sur une augmentation de 7%. Je ne suis en mesure de ne donner que 1%. Le but, c'est que la grève s'arrête rapidement. C'est que, d'une part, la raison l'emporte. Les salariés grévistes ont décidé cet après-midi de reconduire leur mouvement de 24 heures. Une navette de substitution a été mise en place depuis ce matin pour satisfaire les usagers. Après 4 jours de grève, les taxis suspendent leur mouvement. Jean-Marc Ayrault a annoncé cet après-midi le report des immatriculations des VTC, ces véhicules de tourisme avec chauffeur, dont le statut a été créé en 2009 et qu'ils accusent de concurrence déloyale. Un report temporaire de la grève jusqu'à la fin de la médiation menée avec les syndicats de taxi.
La mission que j'ai confiée avec Manuel Valls et Sylvia Pinel à Thomas Thévenoud, le député que j'ai cité, c'est 2 mois. 2 mois. Donc dans cette période, les artisans continuent, les VTC qui ont leur autorisation continuent, mais la commission donc ne se réunira pas pour que dans cette période, cette mesure transitoire, qui est un signe d'apaisement, permette de trouver une solution. En pleine polémique sur la place de l'école et l'égalité filles-garçons, Vincent Payon est en tournée dans la région. Jusqu'à aujourd'hui à Avignon, puis à Aix-en-Provence pour le ministre de l'Éducation nationale, où il a été rejoint par l'ancien ministre Jack Lang pour inaugurer l'école supérieure de professorat et de l'éducation d'Aix-Marseille. L'occasion pour des étudiants et des formateurs de l'interpeller sur sa réforme de l'éducation prioritaire. Un reportage de Marguerite Kioch. Des sourires, un ruban. Pourtant, le ministre de l'Éducation n'est pas en terrain conquis. Il est interpellé par des étudiants et des enseignants qui estiment qu'ils auront moins de moyens pour la rentrée 2014. On va prendre sur nous pour faire fonctionner les autres. Voilà. J'ai vu un certain nombre de syndicats manifester pour la défense des classes préparatoires des lycées de centre-ville. Moi, je redistribue sur un indice de difficulté sociale aux établissements qui en ont le plus besoin. Alors ça veut bien dire, oui, il faut accepter qu'il y ait des gens qui avaient un petit peu plus qui donnent à ceux qui ont moins. On entend toujours ceux qui ne sont pas contents quand on leur enlève un peu, mais les autres, j'y étais encore ce matin dans le Vaucluse, dans un collège difficile, ils en ont besoin. Vincent Payon doit financer sa réforme de l'éducation prioritaire. 10 collèges dans les Bouches-du-Rhône qui auront plus de moyens, mais au détriment d'autres établissements parfois classés éducation prioritaire, comme le lycée professionnel de l'Estac, qui perdra une section technologique et 20 heures d'enseignement à la rentrée 2014. Il y a un double discours, c'est-à-dire que nous on pensait que le discours du ministre était la priorité sur les lycées, sur les lycées professionnels par exemple. Ça paraît scandaleux qu'il n'y ait pas à un moment donné des moyens qui soient mis en plus sur des lycées dans des quartiers au public en grande difficulté. Donc ce double discours, il apparaît clairement. Les enseignants du lycée de l'Estac seront en grève demain, prémisse d'un mouvement plus général. Les syndicats appellent les enseignants du secondaire du département à la grève mardi prochain. La piste criminelle ne fait pas de doute après la découverte du corps d'un jeune homme hier par 2 promeneurs à Nîmes. Un marteau ensanglanté a aussi été retrouvé en bordure de l'ancienne route d'Uzès. Selon une source proche de l'enquête, la victime a reçu un coup de couteau dans la poitrine et des coups au visage. Les résultats de l'autopsie pratiquée aujourd'hui sont attendus. Une saisie plutôt particulière à Marseillan, de l'ivoire, des défenses d'éléphants sculptés ou une statuette ont été saisies au domicile d'un antiquaire, comme vous le voyez sur cette image. Placé en garde à vue, l'homme âgé de 67 ans sera présenté demain devant le juge d'instruction. Cette enquête sur un réseau de trafiquants d'ivoire a débuté en décembre dernier à Cannes. Et on ouvre à présent une page municipale. La campagne électorale et le meeting ce soir du candidat UDI à la mairie de Montpellier, Joseph Francis. Le secrétaire général du parti centriste, Jean-Christophe Lagarde, est en déplacement dans l'Hérault pour l'occasion. À Montpellier, la situation est ambiguë. Anne Brissot, investie à l'origine par l'UDI, a rejoint l'UP Jacques Domergue sur une liste d'union avec le MoDem, alors que Joseph Francis, le patron de l'UDI de l'Hérault, a décidé de se lancer seul dans la bataille. La direction nationale a décidé de ne pas trancher. Nous avons des candidats, nous, on n'est pas un parti couché, nous ne sommes pas des gens prêts à céder aux pressions. Nous avons des idées, nous avons des candidats, nous avons des convictions, on veut les proposer aux citoyens et c'est pas le candidat de la droite qui va nous en empêcher. Tant mieux s'il y a beaucoup d'élus UDI sur la liste de Monsieur Domergue, ça ne laissera pas beaucoup de place aux élus de droite. Et puis tant mieux s'il y en a beaucoup avec la liste de Joseph Francis. En tout cas les centristes, ils savent bien que s'ils veulent que leurs idées soient respectées, c'est à l'UDI qu'il faut voter, pas forcément à l'UMP. À Marseille, l'UMP poursuit son tour des secteurs clés. Direction hier soir les 11e et 12e arrondissements, secteurs détenus par l'actuelle majorité, mais où la liste UMP menée par Roland Blum affrontera une liste dissidente de droite, celle de Robert Assante, en plus des concurrents PS et FN. Beaucoup de monde hier soir à ce meeting UMP dans la salle du Bloc à la Valentine, dans un secteur où Jean-Claude Gaudin misera une partie de son avenir politique les 23 et 30 mars prochains. On disait, c'est dans le 11-12 que se fait l'élection. Maintenant, on l'a déplacé dans le 4-5. C'est pas comme ça. C'est pas plus le 11-12 que le 4-5. Nous sommes ensemble, nous sommes soudés, nous sommes réunis, nous avons la volonté de gagner.
Puis vous croyez que c'est normal que le président de la République s'occupe autant de faire gagner ses amis à Marseille? Bien, vous verrez, les Marseillaises et les Marseillais traiteront eux et régleront ce problème. Et ils éliront Gaudin, qui est un maire marseillais, qui est un maire modeste, qui a transformé Marseille. On passe au résumé de l'actualité en bref et en images. Nicolas Demorand et Libération, c'est fini. En pleine crise entre actionnaires et journalistes, le directeur du quotidien national a préféré jeter l'éponge. En plein cœur de cette crise, Demorand a déploré cristalliser une partie du débat en expliquant sa décision. En 2 ans de direction, le journaliste n'aura jamais convaincu sa rédaction. Il laisse le quotidien dans un état économique déplorable. Les actionnaires ont récemment avoué que l'entreprise était proche de la faillite. C'est la réconciliation entre Pierre Gattaz et François Hollande. Après l'avoir recadré hier suite à un désaccord sur le pacte de responsabilité, François Hollande l'a fait applaudir aujourd'hui. Le président de la République a même affirmé que cela avait été un avantage d'avoir le patron du MEDEF à ses côtés au cours de son voyage aux États-Unis. Les 2 hommes ont donc pu s'entretenir sur ce pacte de responsabilité. Ce pacte qui prévoit entre autres une baisse de 30 milliards d'euros des cotisations patronales en échange de la création d'emplois. Le Conseil d'État repousse une nouvelle fois sa décision dans l'affaire Lambert. Aujourd'hui, la plus haute autorité administrative de l'État a pris la décision de nommer 3 nouveaux experts afin de déterminer si la solution d'euthanasier Vincent Lambert était la plus judicieuse. Vincent Lambert est depuis plusieurs années dans un état végétatif chronique et centralise le débat sur l'euthanasie. La décision finale dans cette affaire est attendue ce vendredi 16h. L'hiver va-t-il finir par arriver? C'est la question que se posent de nombreux agriculteurs. Avec des températures douces, au-dessus des normales de saison, les fruits et légumes ont un mois d'avance, ce qui est loin d'être une bonne nouvelle pour les professionnels. Ils sont inquiets, comme l'ont constaté Julien Butner et Samia Belbachir, dans une ferme bio du hameau de Bodinara au Bagne. Des fraises bio, et oui, déjà. Les températures clémentes de ce début d'année ont accéléré la pousse des fruits et légumes. Un soleil qui n'est pas forcément le bienvenu. Pour cet agriculteur, la chaleur est beaucoup trop en avance. Alors le problème, c'est que la fraise, il faut qu'elle ait 1000 heures de froid. Voilà, si elle a pas ces 1000 heures de froid, on a une moins bonne rentabilité. Et encore là, celle-là de fraise, j'ai planté au mois d'août. Si je les plante au mois de septembre, des triplants ça s'appelle. Là, c'est pire parce qu'elles n'ont vraiment pas eu de froid du tout. Donc là, la production va être vraiment médiocre, voire très très médiocre. Elles sont toujours bonnes? Ça ne changera pas le goût, mais ça changera la quantité, quoi. La pluie s'est arrêtée, mais les conséquences des fortes précipitations de ce début d'année se font toujours ressentir. Malgré le soleil, la terre n'est pas totalement sèche. Faute de pouvoir planter, les professionnels s'attendent à des crues dans la production. Il y a encore de l'eau sur la terre, donc pour l'instant, on ne peut pas travailler. Quand ça aura séché, on pourra sortir les tracteurs et préparer les terrains pour pouvoir planter derrière. Reste à espérer que les températures ne chutent pas, car avec la croissance avancée des plants, s'ils gèlent, ce serait une bonne partie des récoltes qui pourraient être perdues.